Allez, on est ensemble pendant 45 minutes. On va parler biosolutions en réponse à la question suivante. Je veux réduire les intrants conventionnels dans mon système. Biocontrôle, biostimulant, à quelles conditions c'est utile? Représente-t-il de vraies alternatives? On dit que ça ne marche pas, mais pourquoi? Et si oui, à quelles conditions? Sont-ils utiles pour piloter la nutrition santé de mes cultures et quel lien avec mes sols? On en parle avec trois personnes qui vont me rejoindre directement. Marie-Emmanuelle Saint-Macary, qui est spécialiste de la biostimulation des plantes, qui a plusieurs casquettes, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de conseillère et de formatrice auprès d'agriculteurs et de conseillers en agronomie et en biostimulation. Bienvenue, Marie-Emmanuelle. Bonjour. Ensuite, Franck Bechler, qui est agriculteur, conseiller agronomique en agriculture de conservation des sols ou agriculture régénérative. On ne fera pas de débat sur la sémantique, mais en gros, on va parler agronomie et sol avec toi. Et enfin, Régis Berthelot, qui est responsable innovation transfert chez Arvalis. Et avec lui, on va plutôt parler biocontrôle. On les applaudit pour se donner un petit peu de courage et d'entrain en ce début d'après-midi. Alors, messieurs, dames, on va avec vous parler biostimulants et produits de biocontrôle ou même de méthodes de biocontrôle au sens large. Je propose qu'on pose quelques définitions. On commence par toi, Marie-Emmanuelle. Biostimulant, qu'est-ce que c'est? Alors, les biostimulants, donc c'est le petit dernier, puisque le biocontrôle, on en parle depuis plus longtemps. Biostimulant, ça s'intègre dans tout ce qui est matière fertilisante, le règlement des matières fertilisantes, même si ça n'a pas totalement à voir. La définition exacte, ce sont des produits qui peuvent stimuler la nutrition des plantes parce qu'il fallait que ça rentre dans le règlement. Donc, il y a le côté nutrition. Malgré cela, ce sont des produits qui stimulent les plantes, autant pour l'antistress que pour la flore des sols, que pour la physiologie interne. Et donc, c'est vraiment une catégorie à part. C'est un peu les vitamines pour les hommes ou les alicaments ou la nutraceutique en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des solutions, que ce soit des bactéries fixatrices d'azote, des champignons qui aident peut-être à résister à certains stress abiotiques ou d'autres matières. C'est tout, en fait, c'est un fourre-tout réglementaire. Donc, c'est très compliqué. Il faut juste savoir que dans la définition, il ne faut surtout pas... on doit être en capacité de démontrer leur effet stimulant sans effet nutritionnel. Indépendamment des matières fertilisantes qu'ils contiennent naturellement, parce que les extraits de plantes ou d'algues ou de micro-organismes contiennent des nutriments. Et normalement, quand vous avez ce genre de produit, il faut vraiment regarder s'il y a une AMM, notamment. Une autorisation de mise sur le marché. Tout à fait. Et normalement, lorsqu'on a une évaluation du produit, elle est faite indépendamment des éléments nutritionnels. Donc, ça n'est pas un engrais. Il faut vraiment comprendre que ce ne sont pas des engrais. Mais ça peut être associé à des engrais pour faciliter l'absorption de ces 10 engrais par les plantes. Ou diminuer les engrais parce que ça améliore l'efficacité nutritionnelle, que ce soit les champignons mycorhiziens ou les nodosités pour les légumineuses, ou on a aussi alors là, c'est plus que spécifique, des substances qui vont activer les transporteurs de nitrates. Donc voilà, ce genre de choses, c'est très spécifique. Effectivement, avec moins d'engrais, vous avez une efficacité équivalente, voire meilleure. En tout cas, c'est l'objectif visé. On comprend. En gros, les biostimulants, c'est tout ce qui gravite autour de la nutrition, qui facilite la nutrition et la résistance à des stress abiotiques. C'est là la difficulté, les stress abiotiques, donc tout ce qui va être stress environnementaux aussi. C'est pour ça que je parle de fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a la partie nutrition qui est, je dirais, en logique pour la réglementation. Par contre, la partie anti-stress, on n'y pense pas. Et tout ce qui est stress salin, hydrique, thermique, on a aussi des biostimulants et qui sont dans cette catégorie. Régis, de ton côté, on va mélanger après les deux sujets, mais là, on fait une dichotomie un peu, pas arbitraire, mais conformément à la réglementation. Donc, on vient d'évoquer les biostimulants. Quid du biocontrôle? Avec toi, on va plutôt parler de stress biotique. Exactement. C'est la première différence, c'est un stress biotique. Donc, les stress biotiques, c'est plutôt les maladies. Est-ce que ça va pour le son? Vous nous entendez tous bien? Ouais, c'est bon. Donc, maladies ravageurs. Donc là, on a des produits qui vont lutter contre un stress biotique, c'est-à-dire une maladie, un ravageur. Classiquement, en France, on a une définition sur le biocontrôle qui s'appuie sur 4 familles, on va dire, qui sont des familles un peu fonctionnelles. Et toutes ces familles s'appuient, on va dire, sur des mécanismes naturels. Donc la première famille, c'est les macro-organismes. La deuxième, c'est les micro-organismes. Tout ce qui est ensuite substances naturelles. Alors quand on parle de substances naturelles, c'est tout ce qu'on peut trouver dans la nature.
y compris ce qu'on appelle les identiques natures, c'est-à-dire quelque chose qu'on refait exactement au naturel. Mais Donc des extraits végétaux ou des principes actifs qu'on peut retrouver dans une plante et qu'on aurait copié de manière synthétique. tout à fait, mais il y a une copie identique. Identique, Exactement. molécule par molécule. On dit identique naturelle, exactement, mais ça peut être aussi des extraits de minéraux, du soufre, des choses comme ça, donc et ça peut même être parfois des formes qui peuvent être assez, dans le temps, assez courtes, par exemple, qui se font dans les volcans ou des choses comme ça et qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais comme si Puisque la nature le produit, on peut le copier. Exactement. Donc ça, c'était la troisième catégorie substances naturelles. Il y en a une quatrième. Médiateurs chimiques, bien sûr. Et les produits biocontrôle, en général, à l'exception des macro-organismes, qui sont des organismes vivants, sont soumis à ce qu'on appelle à une procédure d'homologation. Donc ce sont des produits phytopharmaceutiques qui sont comme les produits, on va dire, comme les phytos classiques, sauf qu'il y a une liste, ce qu'on appelle une liste positive des produits biocontrôle. Et ces produits ont différents avantages dans leur utilisation, notamment sur les taxes, sur les publicités, sur les CEPP, des choses comme ça. Donc on met en Les avant... CEPP, les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Pardon, tout à fait. Dans les délais de l'homologation aussi, c'est souvent des produits qui passent en priorité à l'homologation par rapport aux autres produits. Donc ils sont avantagés parce qu'ils sont, on va dire, ils s'appuient sur un fonctionnement naturel. Tu as parlé de 4 catégories de produits, donc je l'ai redit, micro-organismes, bactéries, champignons, macro-organismes, les coccidelles, les trichogrammes, les substances naturelles, le cuivre, le soufre et autres, et puis les médiateurs chimiques, là on pense peut-être phéromones, kéromones, qui peuvent influencer le comportement d'insectes ravageurs, on pense à la confusion sexuelle par exemple, mais c'est peut-être aussi avant tout une méthode. Là tu parles de produits, mais le biocontrôle c'est une façon de penser la protection des cultures. Tout à fait. En introduction, on a dit que c'est plutôt basé sur des méthodes qui reproduisent ce qui se passe naturellement. Donc, quand on va parler de macro-organismes, une coccinelle, elle est naturelle, sauf qu'on va pouvoir la lâcher. Quand il y a des micro-organismes, c'est peut-être des choses qu'on peut aussi trouver naturellement, sauf qu'ils vont être sélectionnés, ils vont être purifiés, puis ils vont être réintroduits dans le milieu de manière un petit peu plus, on va dire, efficace. Pareil sur les substances naturelles, c'est des choses que vous trouvez naturellement, sauf qu'elles vont être plus concentrées, plus pures, appliquées au bon moment selon des protocoles, on va dire, un petit peu plus travaillés. Vas-y. Non, mais... Alors j'enchaîne. Je vais te donner la parole dans un instant, Franck, mais avant ça, on a posé les définitions. Mais tu as commencé à l'évoquer, Marie-Emmanuelle, ces définitions posent quelques problèmes, il y a quelques limites à ces définitions réglementaires qui ont des avantages, on l'a vu avec le biocontrôle, au moins on sait ce qu'on sait. Et au niveau européen d'ailleurs, on regrette qu'il n'y ait pas de définition des produits biocontrôle qui permettrait de mettre en place des avantages au développement et à la mise en marché de ces produits, qui encore aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avec Arnaud Montebourg, beaucoup trop longue. Mais côté notamment biostimulant, la définition actuelle te pose quelques problèmes. Lesquels ? Alors, c'est pas qu'à moi. En fait, il y a plus de 10 ans de ça, ces produits commençaient à sortir. Donc, c'était des produits de stimulation. Et ça doit vous parler. C'est que dans le biocontrôle, il existe une catégorie que sont les stimulateurs de défense des plantes. Et c'est là où il y a une énorme confusion pour les utilisateurs. Et c'est absolument, enfin, en tant que chercheur, moi, clairement, c'est très compliqué parce qu'en fait, on passe par la physiologie de la plante. Et dans les deux cas, que ce soit un biostimulant ou un SDP, donc stimulateur de défense des plantes, qui lui est un biocontrôle réglementairement. Il y aura un quiz à la fin, donc prenez des notes. Et c'est vrai qu'on y perd un peu notre latin parce que de plus en plus on creuse en recherche et plus on s'aperçoit que certains biostimulants sur certaines... quelquefois deviennent des SDP et dans d'autres situations, des SDP deviennent biostimulants. Et pourquoi c'est important ? Finalement, on pourrait se dire, on s'en fout, c'est la définition réglementaire. Pourquoi ça nous concerne j'allais dire nous en tant qu'agriculteurs, j'en suis pas, mais pourquoi je vois le monsieur à la chemise polo bleu qui, j'imagine, est des agriculteurs ? Pourquoi c'est important qu'ils comprennent bien ces définitions ? Eh bien parce qu'il y a une énorme différence réglementairement. Il y en a un, c'est une matière fertilisante et l'autre, c'est un produit phyto. Et qu'il y en a qui sont déclarés, les agris le savent bien. C'est ça veut dire certifié phyto aussi C'est tracé au moins déjà. Ouais. Un biostimulant n'est pas tracé, un SDP doit l'être, même s'il compte pas. Donc il y a vraiment toute une façon de penser différente à cause de cette barrière réglementaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je regrette
qu'il n'y ait pas une troisième voie qui est la stimulation des On plantes mettrait ce paquet et SDP voilà. et produits de biocontrôle Et concernés. biostimulants. Et biostimulants concernés. Régis, ça a des conséquences aussi en termes même d'évaluation de ces produits, de marketing, de distribution de ces produits sur le terrain, alors qu'on voit que finalement cette frontière, elle interpelle pour des catégories de produits particuliers. Pourtant, on se rend bien compte que voilà, ce n'est pas les mêmes équipes marketing, ce n'est pas les mêmes équipes réglementaires, techniques, et les distributeurs, j'imagine, se spécialisent plus ou moins aussi sur l'un ou l'autre de ces produits. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les allégations. C'est pas on peut pas avoir une allégation sur la santé des plantes quand on est un biostimulant. Et puis à l'inverse, mais bon, c'est moins fréquent. Il n'y a pas non plus d'allégation sur la biostimulation quand on est un produit biocontrôle. Alors pour l'évaluation par notamment les collègues d'instituts techniques ou même les coopératives, ça pose pas trop de problèmes parce que les équipes s'entendent entre elles. On est dans les dispositifs expérimentaux, donc on a des facilités pour tester les produits dans différentes conditions. Par contre, pour l'utilisateur après à la ferme, effectivement, c'est pas les mêmes cadres réglementaires. On sait que quand il faut utiliser des produits phyto dont fait partie le biocontrôle, c'est quand même compliqué. C'est pas du tout les mêmes réseaux de distribution. C'est vrai. Et ça peut être un problème aussi même pour les évaluateurs. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes produits sous les mêmes formes dans la durée et même dans des régions différentes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'hétérogénéité. Et ça, c'est vrai que pour l'évaluation, quand vous dites on a évalué ce produit dans ces conditions, nous, on ne peut pas le trouver. Bon, ça, c'est un peu dommage. Ou alors on le trouve l'année suivante et c'est une autre formulation et avec d'autres préconisations et du coup on ne sait pas trop si l'évaluation qu'on a faite elle est adéquate ou pas, quoi. Donc oui, effectivement, ça pose des soucis. Franck, on arrive à toi, donc tu es agriculteur, tu vas nous parler, peut-être donner quelques mots sur ton exploitation et puis nous dire si tu es utilisateur de biosolutions. Je précise que tu es associé avec Frédéric Thomas, qui est bien connu aussi de l'univers professionnel, spécialiste de l'agriculture de conservation des sols. Et justement, il nous semblait important de reposer la question de la place des sols dans le raisonnement autour des biosolutions. Mais donc avant tout, quelques mots peut-être sur ton exploitation. Eh bien, cette ferme, en fait, je l'ai reprise en 2018 et donc en Sologne, une ferme qui a en fait pour signature des types de sols très dégradés. On est sur des sables légèrement limoneux sur argile, donc avec des profondeurs de sol qui font à peu près 30 cm, 40 cm. Et donc j'ai démarré avec des sols qui avaient un demi-point de matière organique, donc à l'état de trace. Et donc l'objectif, c'était de remettre en route ces sols-là grâce à l'élevage et surtout grâce aux ruminants. Donc depuis cette installation-là, en fait, je capitalise des données pour mieux comprendre comment fonctionne mon sol et aujourd'hui comprendre qu'en fait un sol, c'est ce qu'on nous dit souvent et c'est la réalité, c'est une panse de vache où la vache, c'est la biomasse microbienne d'un sol, c'est exactement la même chose. Et donc, il va falloir composer avec et donner une ration à ce sol. Voilà. Et donc, je travaille là-dessus depuis un certain temps. Et avec des indicateurs de performance qui se sont améliorés, avec, je pense à ton indicateur matière organique des sols, tu disais d'où tu es parti et aujourd'hui, tu as gagné combien de points après 5-6 ans? Alors, en fait, je fais plusieurs types d'analyses, les analyses classiques, chimiques classiques, mais je travaille maintenant beaucoup sur la fragmentation de la matière organique et aussi la mesure de la qualité de la biomasse microbienne, comment elle fonctionne. Et donc, en l'espace de 3 ans, j'ai augmenté d'un demi-point mes teneurs en matière organique. Et donc, je fais des analyses, pour ne pas les citer, mais il y a d'autres structures qui le font, mais avec Celesta Lab. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de comprendre à quel type de matière organique j'ai affaire et quel type de matière organique il faut que je capitalise dans mon sol pour que mon sol fonctionne mieux, pour que ma biomasse microbienne fonctionne mieux et que derrière, je puisse sortir de la végétation équilibrée pour que mes animaux soient équilibrés. Là, on parle de matière organique très stable qui, du coup, se décompose très, 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 très doucement et donc qui ne sert pas forcément à des processus de minéralisation à court terme, et puis du carbone labile, qui lui par contre est un peu le glucide rapide, c'est ça, du sol, au service derrière de la nutrition des plantes. Est-ce que tu es utilisateur, toi, de ton côté, de biosolutions, que ce soit des biostimulants ou du biocontrôle? Pas du tout. On a bien fait de l'inviter. C'est parfait.
En fait, pour la simple et bonne raison, c'est que, et ça n'engage que moi, mais je commence par travailler sur les fondations, commencer à construire les murs, et puis peut-être qu'on finira par mettre un coup de peinture quand le placo sera mis. Mais je suis intimement convaincu qu'il faut remettre vraiment au cœur de nos systèmes de production le travail sur les qualités de matière organique, l'amélioration de la qualité de nos matières organiques. Et donc, entre autres regarder quelle est la puissance de notre biomasse microbienne dans nos sols en fonction du type de sol, du contexte pédoclimatique donné. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer. Et donc voilà, je travaille là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, pas utilisateur de produits de biocontrôle ou de biostimulants. Alors, biostimulants, on comprend, hein, tu m'avais dit, c'est mes ruminants qui fabriquent mes biosolutions. Oui, en fait, quand on regarde un peu la biblio, on retrouve que nos vaches ou nos brebis sont de véritables usines à produire de la diversité, notamment au niveau des micro-organismes. Et donc, par les déjections, par les bouses ou les pissas, on réinjecte en fait dans le système des micro-organismes morts, mais aussi vivants. Mais on réinjecte aussi de la levure, on réinjecte de la silice, on réinjecte tellement de choses que je fais le pari, moi, qu'en améliorant la qualité de la ration de mes vaches, et donc par un équilibre des éléments minéraux qui, en plus, dans nos sols de Sologne, sont complètement à plat. Donc, en fait, je n'ai pas de mérite. Je sais qu'il faut que je ramène de tout. Donc, oui, donc c'est facile, tu n'as pas besoin de choisir. Là, il faut y aller. Voilà, donc je ramène. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, si ma vache va bien, et là, c'est dans l'autre sens, et bien, certainement qu'elle va ensemencer petit à petit tout un cortège microbien qui va vraiment me permettre de me caler à mon propre contexte pédoclimatique. On comprend avec ton exemple que, selon toi, il faut s'attaquer à la racine des problèmes agronomiques, le sol d'abord. Avant de poursuivre cet enjeu de comment on positionne les biosolutions par rapport au sol et peut-être même par rapport à la physiologie de la plante, je me tourne vers toi, Marie-Emmanuelle. Pourquoi tout le monde, ou beaucoup, sont très critiques vis-à-vis des biostimulants en particulier? On entend toujours, ouais, c'est les fameuses poudres de perlimpinpin. Pourquoi beaucoup pensent que ça ne marche pas? Alors, tout simplement parce que ça ne marche pas tout le temps. Je sais qu'il faut être honnête. En fait, je crois que c'est des produits, alors pour beaucoup, vous les découvrez. Moi, j'ai fait ma thèse dessus. J'ai l'impression d'être une vieille. Mais effectivement, finalement, c'est jeune dans le temps. Ce sont des produits très jeunes, donc on ne maîtrise pas du tout et qui ont besoin d'une fonctionnalité. Et je crois que ce côté-là, c'est qu'il y a une non-maîtrise parce qu'on part d'un système ultra simple post-guerre où tout était mort. Alors, c'était facile, hein, on avait une plante. En tout cas, pas forcément suffisamment vivant. Les sols ne sont pas complètement morts, on peut pas. Non, pas morts, mais dans le sens où, de toute façon, dans le ce qui nous intéressait, c'était la plante, et puis on tuait tout ce qui l'embêtait, et puis on l'imbibait de nutriments. Voilà, c'était le principe. Et en fait, les biostimulants sont pensés différemment, c'est-à-dire qu'ils se servent de la physiologie. Donc, il faut changer tout le paradigme classique en se disant, cette fois-ci, mon support, c'est pas tout ce qui va embêter ma plante, c'est ma plante. Et c'est l'équivalent de notre système immunitaire, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire que c'est pas la peine de vacciner quelqu'un qui est déjà malade, hein, clairement, c'est trop tard, donc ça c'est le rôle des SDP. Et puis tout comme c'est pas la peine de donner de la vitamine à quelqu'un qui est mal nourri, s'il a déjà pas les bonnes bases de nutrition, c'est pas la peine de lui coller de la vitamine C, ça lui fera rien de plus, il sera excité, mais c'est tout ce que ça va faire. Donc en fait c'est exactement ça un biostimulant, donc je pense qu'on dit que ce sont des poudres de perlimpinpin pour plusieurs raisons. On en a discuté. C'est que déjà, on part de choses qui sont des extraits. Oui, toutes ne se valent pas. Voilà, on dit biostimulants, mais en fait, voilà, il y a différentes catégories de biostimulants. Et il y a des biostimulants, ce sont des extraits globaux, extraits d'algues, extraits de plantes. Donc là, on part de BNPP dedans. Effectivement, c'est pas la même chose. Préparation naturelle peu préoccupante. Merci. Pardon. On y reviendra, par exemple, purin d'ortie, etc. Voilà. Et donc, effectivement, là-dedans, vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas comme une substance active dont vous maîtrisez l'effet. Et la vitamine C, on sait exactement ce que c'est. Donc, effectivement, il y a aussi ce côté-là où on est parti de soupes, ce que j'appelle des soupes biostimulantes. Et de plus en plus, aujourd'hui, on devient à vraiment quelque chose d'hyper technique. Et donc, ça va arriver. Il faut vous
prévenir, où là, on va être carrément sur des extraits, mais très Ouais, dans la composition et le mode d'action sera connu, mieux connu, ouais, et connu. caractérisé, connu, avec un mode d'action très ciblé, mais qui fonctionnera uniquement peut-être dans certaines situations. Et c'est là où peut-être le conseil sera plus simple aussi. Ouais. Et on part aussi du fait que poudre de perlimpinpin, pourquoi? Parce que ça ne remplace pas la nutrition et que pendant longtemps, quand on mettait un extrait, on voulait que ça remplace les nutriments, ça coûtait moins cher. Il y a aussi un problème de conseil et Ouais. de formation. Parce qu'en plus, tu évoquais le fait que ça peut être sensible à la génétique des plantes. Alors, c'est pas que Ça peut, c'est que ça- totalement. Donc là, moi, ça fait le deuxième projet de recherche qu'on a mené donc avec une équipe de recherche que j'ai à Montpellier, avec l'INRA, CIRAD et Supaipo. Et en fait, on a clairement démontré que le premier levier d'efficacité des biosolutions, alors là, j'englobe tout, y compris les SDB, c'est la génétique. Pour vous faire un schéma, en gros, il faut imaginer qu'il y a un fond génétique comme nous. Si vous n'avez pas le gène, ça ne sert à rien de l'activer. Et donc, les plantes qui n'ont pas la capacité à répondre, on peut les mettre, effectivement, il y aura 0 réponse. Et ça, c'est vraiment des choses qui aujourd'hui apparaissent et qui vont évoluer vers des combos, certainement demain, génétique, biostimulant, biocontrôle. Voilà. Donc on l'a vu avec toi sur la partie biostimulant pour le moins, les modes d'action ne sont pas toujours bien maîtrisés à date. Parfois, le produit ou le principe actif est noyé dans d'autres produits fertilisants ou extraits qui rend difficile ou plusieurs. Produits. Et donc on a du mal à voir quel est l'effet particulier du biostimulant et puis une sensibilité à la génétique des plantes, d'où l'importance de faire le lien avec aussi la physiologie. Côté biocontrôle, Régis, pourquoi on dit les biocontrôles, c'est moins performant? Est-ce qu'on a les bonnes lunettes pour évaluer la performance du biocontrôle? Alors, tu as raison de dire que c'est moins performant parce qu'il y a quand même des performances qui sont notables, mais c'est vrai que les produits de biocontrôle ont des efficacités partielles, ce qu'on appelle partielles. Et quand on dit moins performant, c'est souvent par rapport à des produits phytosanitaires classiques qui ont des effets effectivement. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de comparer des choux et des carottes? Ça n'a rien à voir en fait, un produit biocontrôle et un produit phyto conventionnel. Alors, oui, ça n'a rien à voir, sauf que aujourd'hui, il y a des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, et puis il faut que le biocontrôle se fasse sa place. D'ailleurs, il fait progressivement sa place, puisque les parts de marché, qui est une façon de mesurer la place prise par le biocontrôle, sont en augmentation constante depuis une dizaine d'années. Maintenant, il y a quand même des vrais succès en biocontrôle. Alors, il faut nuancer aussi en fonction des filières. Alors, moi, je suis une très grande culture, donc j'ai un regard un petit peu... On rappelle, tu travailles chez Arvalis, l'Institut technique du végétal, qui est vraiment grande culture. Colza, tournesol, maïs, blé, orge. Non, pardon, colza. Je rembobine. Voilà. Je rembobine. Blé, orge... Pardon. C'est ça. Mais on travaille aussi avec nos collègues de Terre Innovera. Mais il y a sur des filières, notamment des filières légumières, quand on est dans des conditions un peu mieux contrôlées, par exemple sous serre, où on a moins d'aléas météorologiques, on maîtrise son substrat complètement, on peut se passer de produits phyto. D'ailleurs, il y a aujourd'hui plein de marques qui font des tomates sans phyto, des concombres sans phyto, des choses En maïs aussi. Oui, avec la pyrale. Ouais, le trichogramme, là, c'est on a des vrais succès où là, on a une pyrale qui vient attaquer des larves. Tout à fait. Je me lance dans une explication, là, je suis en train de me paumer. Oui, c'est des macro-organismes, mais on a aussi, par exemple, les antilimaces. Ça marche très bien. Ça marche aussi bien quasiment que les antilimaces chimiques. Le soufre, ça marche plutôt bien aussi. Donc, il y a des vrais succès. Puis, il y a d'autres produits qui ont des efficacités partielles, qui s'expliquent en partie par de la génétique, en partie par des pressions maladies, en partie aussi parce que c'est des produits qui n'ont intrinsèquement pas des efficacités. Qui n'ont pas la même fonction d'éradication, mais plutôt de contrôle d'équilibre, avec une sensibilité aux conditions environnementales qui est peut-être plus forte. Tu voulais rebondir, Franck? Non, en fait, il y avait aussi le bacillus qu'on utilise pas mal aussi pour éradiquer certaines chenilles. Donc voilà. Il y a des produits de biocontrôle qui ont démontré leur performance sans forcément repenser complètement l'itinéraire technique. Mais moi, ce que j'ai retenu de l'intervention de Franck, c'est que finalement, avant de parler de biosolutions et de biostimulants en particulier, il y a d'autres leviers agronomiques à actionner en priorité pour gérer la fertilité des sols. C'est ça qu'il faut retenir aussi? Si tu me poses la question, tu prêches un convaincu. Donc voilà, aujourd'hui, moi, les mesures que je fais sur mes terres qui coûtent quand même une blinde, une analyse Célestat, c'est 350 €. Donc, mais en tout cas, pour moi, ça devient en routine des choses qui me permettent de caler et de mesurer au plus juste.
Ouais, donc vraiment un outil de pilotage de la fertilité biologique de tes sols. C'est clair. Donc aujourd'hui, je comprends mieux les choses et ça me permet de rééquilibrer. Pour la petite histoire, donc au départ, en fait, j'avais très peu de matière organique libre dans mon système. J'augmentais ma liesse, forcément que j'avais mis un peu de compost, donc ça montait. Mais la libre, en fait, elle était encore à un niveau qui n'était pas satisfaisant. Et c'est celle qui est utile, encore une fois, pour concrètement nourrir la plante de l'année. Pour alimenter nos plantes La derrière. plante de l'année, oui. Donc, on alimente d'abord le cortège microbien parce que c'est d'abord eux qui vont faire le job. Et puis après, c'est tout le cheminement derrière. Et donc, en fait, quand on a vu les analyses, ce que j'ai compris, c'est que j'utilisais mal mon animal puisque mes animaux sont en plein air intégral toute l'année. Je suis en pâturage tournant, mais en fait, ce qu'on appelle régénératif. Mais j'étais peut-être un peu trop, j'impactais un peu trop la biomasse la biomasse végétale. Je faisais trop manger en fait mes animaux sur mes parcelles, et donc je laissais pas assez de ration à mon sol, de biomasse végétale pour que les micro-organismes aient leur ration. Donc il y avait trop d'export et pas assez d'export, donc en fait, de retour à la terre de matière organique. J'exportais trop de carbone, je faisais de la viande certes, mais en fait je ne donnais pas une ration à mon sol. Et ça se compensait pas par des apports de compost, par exemple, ou autre? En fait, j'ai fait qu'une fois un apport de compost pour amorcer le système dans mes sables, mais l'objectif c'était de regarder comment on pouvait faire autrement, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une plateforme de compost à 300 mètres de la ferme. Et donc, c'était vraiment de travailler, voir comment on pouvait faire. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'ai réadapté mon système. On m'a dit, voilà, ta biomasse microbienne a été multipliée par quasiment 4. Donc, elle bouffe autant qu'une vache. Pardonnez-moi, mais c'est un peu ça. Et donc, il faut vraiment que tu laisses une grosse ration. Et les références, en fait, je suis parti en gros d'une tonne équivalent paille. En fait, ma biomasse microbienne à l'origine était capable de manger sur 6-8 mois l'équivalent d'une tonne, 1,5 tonne de paille, équivalent paille. Je parle de la paille parce que c'est parlant en fait. Et aujourd'hui, je suis à presque 5 tonnes, 4 tonnes et demie dans les mêmes parcelles. C'est-à-dire que j'ai augmenté mon pool microbien, j'ai musclé mon sol, charge à moi maintenant de garder la musculature. Et donc pour ça, il faut que j'alimente quoi. Il faut que j'alimente et donc en matière organique, faut vraiment que je leur donne de la libre. Et donc c'est la biomasse végétale que l'on fait qui permet d'alimenter directement ça. Donc il y a toujours une ration que je laisse à mon sol pour pouvoir faire le job quoi. Et donc s'il n'y a pas la bonne ration préalable et un sol avec un mécanisme fonctionnel, le biostimulant, ça sert à rien, on pisse dans un violon ou est-ce qu'on peut quand même corriger certains défauts de sol existants avec les biostimulants? Ça dépend de quel biostimulant on parle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de biostimulant microbien. Donc, peut-être que dans ce cas-là, amener un cocktail microbien, le problème, c'est que c'est ce que j'aime et que je dis tout le temps, donc il faut de la matière organique, peu importe son sol. C'est quand même le premier levier. Et sans matière organique, on peut mettre tous les micro-organismes qu'on veut biostimulants au sol ou même pour la protection, c'est-à-dire les biocontrôles. Si eux-mêmes ne sont pas capables de survivre dans l'environnement, ils ne joueront pas leur rôle ni de nutriments, d'une part, de mise à disposition de nutriments, ni de protection des racines, par exemple. Donc, effectivement, ce côté vie microbienne des sols, elle est primordiale. Donc, la matière organique, on ne peut pas s'en passer. Et pour l'anecdote, moi, je suis tombée dans la matière organique il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une petite dizaine d'années. J'avais un thésard qui travaillait sur les stimulateurs de défense des plantes et les biostimulants. Et en fait, je m'étais amusée, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais de la place et des sous sûrement, à faire dans mes recherches. J'ai coupé mon champ en deux, minéral sur minéral, engrais minéral sur engrais minéral. Et de l'autre côté, j'avais pris des engrais, donc fraisinés, et c'était organique sur matière organique. Et il n'y a pas eu photo, c'est-à-dire que les mêmes biostimulants et les mêmes biocontrôles, comparativement, fonctionnaient sur l'organique 30 à 50% fois plus que sur de l'engrais minéral régulier. Et là, c'était biocontrôle et biostimulant. Donc, il y a une relation directe entre la nutrition et la physiologie de la plante, en fait. C'est ça c'est la physiologie de la plante qui fait le lien entre les deux. Du coup, est-ce que ça concerne que la partie nutrition ou est-ce que ça peut avoir aussi des impacts sur la protection des plantes, une vie du sol plus active? Est-ce que ça a des conséquences du point de vue de tes recherches? Et puis, on posera la question ensuite à Franck et à Régis.
Est-ce que ça a aussi des conséquences non seulement sur la nutrition, mais la santé des plantes? Alors oui, santé nutritionnelle, donc pour la croissance et le développement, et la santé, l'immunité des plantes. Parce qu'en fait, plus une plante est dans un environnement vivant, elle rencontre d'autres organismes et elle va mettre des mécanismes en route de protection. On l'explique, on va dire, tu l'expliques physiologiquement. C'est pas oui. juste la biodiversité, c'est Non. super, ça permet à tout le monde d'aller mieux. Voilà, c'est un discours un peu ambiant qu'on peut entendre. Là, tu l'as pu le suivre, tu as pu le mesurer. Mesure et ce qui n'est pas du tout anodin en fait. Nous, quand on nous a retiré les antibiotiques en alimentation humaine, il ne fallait plus se soigner aux antibiotiques. C'est bizarre, pas de on manière nous a automatique. donné des probiotiques dans les rayons de magasins. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il nous faut de la vie, en effet, pour vivre en communauté. Et notre système immunitaire n'est fonctionnel que s'il est contraint. Donc, un environnement qui est strictement au niveau sanitaire stérile. Hygiénique. Oui, hygiénique. Forcément, la plante, elle est dans un environnement où elle n'a pas besoin d'activer son immunité. Donc potentiellement plus sensible. Tout de suite plus sensible. Franck, tu as pu le voir chez toi, le fait d'avoir des sols plus riches en matière organique, tu as pu voir une résistance, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une sensibilité de tes productions moins forte à certaines maladies? Alors, En blé, par exemple. il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est plutôt du constat, de l'empirique. Et il me plaît à croire que ça se passe comme ça. En fait, moi, je regarde l'état des animaux, l'état de mes vaches, l'état de mes brebis. Et en fait, c'est un bon indicateur parce que le microbiote, il est intimement lié à ce qui se passe au sol. Enfin, j'en ai l'intime conviction. Donc, si mes animaux vont bien, c'est que probablement ça ne se passe pas si mal que ça, ou c'est en phase d'amélioration ou de régénération dans mon sol. Et donc, je regarde vraiment ce qui se passe au niveau de mes bêtes, quoi. Au départ, j'avais quelques soucis d'avortement, notamment sur les brebis, des choses comme ça. J'avais des déséquilibres forts en minéraux, très peu de sélénium. Alors là, je charge énormément dans mon système. Alors, ça masque, mais petit à petit, je suis persuadé que le surplus comme en vitamines chez nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'évacue, et ben, en l'évacuant, moi, je réensemence mon système. Voilà comment je vois les choses. Voilà comment. Donc, ma vache, en fait, c'est une ensileuse, une productrice d'énergie, un épandeur d'engrais et en même temps un stimulateur. Je considère le ruminant, en fait, comme un dynamiseur de flux d'énergie. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et c'est un outil parmi tant d'autres. Donc, des fois, on peut faire des bêtises avec. J'en ai fait. Ouais. Et donc, je réadapte. Mais moi, c'est le visuel de mes animaux, l'état des poils... et toutes ces choses-là qui me permettent de... Puis accessoirement, ça produit de la viande que tu peux mettre en marché et faire des produits fermiers avec. Régis, ce lien entre matière organique, nutrition du sol et de la plante et protection végétale, est-ce qu'il y a... est-ce qu'on peut faire le lien entre biocontrôle et nutrition de la plante et des sols? Alors, moi, je vais être un peu plus prudent là, parce que c'est quand même des domaines scientifiques en maîtrise. Enfin, globalement, c'est quand même difficile à être maîtrisé. Par contre, ce qu'on fait, nous, à Arvalis, c'est qu'on a des essais pluriannuels, plurisites, dans différentes conditions. Et ce qu'on peut voir, que ce soit sur des biostimulants ou sur des produits de biocontrôle, c'est des efficacités variables. Donc, on parle d'effets année, on parle d'effets lieux. Mais derrière ces effets année et ces effets lieux, il y a bien des explications. Alors, il y a une partie, les conditions climatiques sont différentes et parfois ça peut jouer parce qu'il y a soit au moment où on les applique, soit au moment où c'est après, notamment quand on va être sur ce qu'on appelle des stimulateurs de défense des plantes. La plante, elle doit toujours un petit peu balancer son activité entre la croissance et la défense. Et donc, du coup, en fonction de plein de paramètres qu'aujourd'hui, on a du mal à maîtriser, ça peut être soit une très belle réaction de défense et qui peut pénaliser un peu le rendement, soit l'inverse. Et du coup, à la fin, quand on regarde aussi les résultats des biostimulants, on s'aperçoit que quand on fait la moyenne globale, très souvent, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de différence. Par contre, quand on regarde dans le détail, année par année ou lieu par lieu, là, on voit des différences. Et peut-être en fonction des situations et des conditions de stress qu'a pu rencontrer la plante, parce que beaucoup de biostimulants servent justement à, on va dire, passer le cap de certains stress. Alors, il y a des biostimulants qui se spécialisent justement sur les différents stress. Il y en a qui sont plutôt sur les conditions de nutrition azotée. Il y en a qui sont plutôt autour des graines et qui favorisent plutôt les conditions d'implantation des cultures. Mais à peu près tous, on s'aperçoit qu'il y a quand même
Alors, c'est jamais des effets qui sont très nets, hein, quand même. Enfin, il faut quand même le dire, on n'a jamais des trucs plus 25%. Hein. On est beaucoup plus faible, hein, dans les effets. Mais par contre, on a des effets positifs et on a des effets négatifs aussi. Et quand on fait des moyennes de plurisites et pluriannuelles, au final, on dit c'est non significatif parce qu'en fin de compte, on ne voit pas. Mais on sait qu'il se passe des trucs. C'est-à-dire qu'on sait qu'une année donnée sur ce site, ça a bien marché. Et puis l'année suivante, ça a beaucoup moins bien Là, marché. tu me parles de BioSteam. Je te questionnais aussi sur les biocontrôles, le lien entre nutrition du sol, de la plante et biocontrôle. Est-ce que le biocontrôle marche mieux sur une plante un peu plus vigoureuse? Alors, on va avoir le plus d'effets, c'est sur les stimulateurs de défense des plantes, hein, qui sont là pour activer une défense des plantes. Et là, effectivement, je suis très gêné aussi pour te répondre. Oui, un peu hors sol sur toutes les cultures. Par exemple, on a des stress azotés limités peuvent effectivement favoriser la défense. Enfin, l'action d'un produit favorisant les défenses. Mais un petit stress azoté, par exemple, pas un gros stress azoté. J'étais même moi le raisonnement inverse, Marie-Emmanuelle, où je me disais, tiens, une plante bien nourrie, un peu costaud, en faisant un peu d'anthropomorphisme, résistait mieux peut-être à certains stress biotiques, et donc le biocontrôle pouvait potentiellement être plus efficace. Et non, et même c'est souvent l'inverse. Pardon, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que plus une plante est nourrie. Alors moi, je fais souvent le comparatif avec l'homme, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très appétant, les parasites et les ravageurs, ils sont très attirés par quelqu'un d'appétant. Donc la gourmandise est dans ce cas-là un mauvais défaut. Et voilà, et donc ça a été démontré par l'équipe de Montpellier, justement, avec qui je collabore, et c'est ce qu'on appelle le Nitrogen Induced Susceptibility. Donc au contraire, c'est-à-dire que on rend sensible avec trop d'azote, Voilà, et notamment l'azote, ce qui n'est pas vrai que le phosphore, enfin voilà, il faut minimiser, mais l'azote est l'élément clé qui va jouer sur l'immunité. Et une plante qui est surnourrie en azote risque d'être beaucoup plus malade, et donc c'est un cercle vicieux parce qu'on est censé combattre encore plus les champignons, notamment toutes les maladies cryptogamiques, et donc plus de pesticides. Et là, le biocontrôle décroche, c'est-à-dire que on est sur des systèmes où de toute façon l'un amène l'autre. D'accord. Régis, un commentaire qu'on va dire? Oui, juste une petite remarque. Hein. Les agriculteurs qui font du bio, généralement, ils n'ont pas beaucoup de problèmes de maladies. Hein. Ils ont des problèmes de nutrition azotée plutôt. Voilà. Et c'est ça le facteur limitant du rendement. Donc. On l'a compris avec Franck, le biostimulant, c'est peut-être la cerise sur le gâteau une fois que des problématiques peut-être plus structurelles d'un sol sont réglées. En gros, c'est ça que j'entends. Il n'y a pas de produit miracle qui va régler un problème structurel. Toi, ça a été tes vaches qui t'ont aidé à faire ça, mais tout le monde n'est pas éleveur. Et tout le monde n'a pas... le système polyculture élevage, il n'a pas forcément complètement le vent en poupe, même si on peut le regretter. Est-ce que pour autant, on abandonne biocontrôle, biostimulant, c'est bon, on met tout à la poubelle? Ou alors est-ce qu'il y a certaines situations, certaines catégories de produits qui quand même valent le coup d'être testés sur les exploitations, voire d'être employés, si ce n'est en routine, au moment où c'est opportun? Alors aujourd'hui, là où ça marche le mieux, c'est les cultures spécialisées, effectivement, ou la polyculture élevage est très peu employée. C'est-à-dire qu'en vigne, en arboriculture ou en maraîchage, on n'est pas sur des prairies tournantes. Hein. Donc effectivement, là, les biostimulants ont un vrai intérêt, les biocontrôles aussi. Et d'ailleurs, Régis l'a bien dit, hein, sous serre maraîchère, aujourd'hui, il y en a énormément qui se développent. Et en plus, comme c'est en arbo aussi. Hein. En arbo aussi, mais c'est plus compliqué parce qu'on est dans des systèmes ouverts et pas fermés. Donc ça a quand même limité drastiquement le nombre de traitements en arbo. Alors avec les phéromones. Avec les phéromones, la confusion sexuelle. Alors là, c'est ces molécules-là en particulier qui ont fait baisser. Et puis tout ce qui est dédié à l'alimentation humaine directe, c'est-à-dire fruits et légumes, les consommateurs, c'est vrai qu'on va faire plus attention. Et donc, ces produits, on le vend en poupe aussi pour ça. Donc, biostimulant, biocontrôle, moi, je suis persuadée que pour ces filières-là, au contraire, ça se développe de toute façon. Après, c'est ce que je disais aussi, il va y avoir un accompagnement et une meilleure maîtrise des modes d'action, ce qui n'est pas forcément le cas. On est sur... en 2010, quand je parlais de biostimulant, on me regardait avec des yeux comme ça, alors qu'en 97, on travaillait déjà dessus. Donc, je pense que dans 5 à 10 ans, les biostimulants feront partie intégrante des itinéraires techniques. Pour ça, il y a un énorme besoin de formation, que ce soit le conseiller de la distribution, les agriculteurs. Ouais. Et les situations de stress, on en a beaucoup parlé, stress environnementaux, notamment pour les grandes cultures. Est-ce qu'on commence à avoir des catégories de produits, je pense au phytostérol, qui démontrent leur pertinence? Oui. Alors là, par contre, c'est là où, effectivement, c'est les années les plus
impactantes au niveau des rendements ou au niveau du climat. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, forcément, mais aujourd'hui, les aléas climatiques favorisent l'essor des biostimulants notamment parce qu'effectivement, ils vont temporiser. Alors, ils vont pas faire de miracle, hein. Et une plante qui est à moitié crevée, ça va pas la faire revivre, hein. Oui, puis encore C'est une là fois, il aussi, faut que le sol soit Oui, alors, apte. la matière organique dans les sols va déjà faire le premier tampon, hein, Ah ouais. voilà. Mais ça va aider à passer. Il y a les phytostérols, il y a des antistress hydriques qui fonctionnent très bien. Il y a les antigels aussi maintenant qui commencent à se faire. Ce sont des biostimulants. Donc, Sur grande culture aussi. grande culture, non, c'est pas testé, mais en arbo et en vigne, aujourd'hui, il y a des biostimulants qui permettent de gagner 2 degrés et qui Ouais. peuvent sauver des récoltes. Voilà. Régis, de ton côté, on a parlé trichogramme, on a parlé confusion sexuelle, on a parlé anti-limaces, on a parlé éliciteur, enfin un stimulateur de défense naturelle. Là, on voit que ces catégories de produits quand même démontrent ou sont en capacité de démontrer leurs effets. Pourquoi ceux-là plutôt que les autres? Est-ce que c'est parce qu'on maîtrise mieux les modes d'action? Oui, alors déjà, ce qu'on peut dire, hein, sur le nombre de solutions de biocontrôle, c'est qu'il est croissant quand même, hein, par rapport à il y a 10 ans. On a beaucoup plus de choix, c'est des choses qui sont beaucoup mieux caractérisées, beaucoup mieux connues, avec des modes d'emploi qui commencent à être maîtrisés. Donc on a quand même fait du chemin en 10 ans. Enfin, il y a 10 ans, quasiment, on parlait de biocontrôle, on était encore très, très innovant. Maintenant, c'est des choses qui sont utilisées. Tous les agriculteurs le connaissent et allez, si on creuse un peu, bientôt tous les agriculteurs vont avoir au moins utilisé un produit biocontrôle une fois sur leur ferme. Donc c'est quand même tout à fait. Ouais, et dans une logique peut-être, encore une fois, de gestion d'équilibre et plutôt que d'éradication d'un problème déjà présent. Tout à fait. Et souvent, c'est des produits qui demandent quand même un peu plus de technicité pour être, déjà pour être commandés, pour être conservés, pour être utilisés très souvent. Et puis ensuite, on est sur des effets partiels. Donc il faut être en capacité d'additionner ces effets partiels. Donc on va avoir un effet rotation, on va avoir un effet variété Kinétique, ouais. souvent, voilà, et il va falloir combiner ces effets. Et c'est pas facile. Et aujourd'hui, par contre, ce qui va peut-être nous manquer le plus, c'est des outils qui vont nous aider à combiner ces effets, parce que c'est quand même compliqué d'avoir des outils qui soient suffisamment puissants et suffisamment simples d'utilisation pour combiner ces effets. On en parlera tout à l'heure au Café des Agris. Je pense qu'il y a un intervenant qui pourra réagir depuis la salle. J'imagine qu'il sera présent. Franck, je voulais te redonner la parole parce que ce qu'évoque Régis, finalement, c'est des réductions de doses, recourir à des stratégies de biocontrôle. Finalement, c'est plus risqué ou perçu comme tel. Toi, de ton côté, tu as décidé de faire l'impasse sur les insecticides. Pour l'instant, tu ne recours pas en complément à une stratégie de biocontrôle, tu l'as expliqué. Pourquoi et pourquoi toi, tu arrives à le faire? Pourquoi toi tu prends ce risque-là? Ah, ouais. En fait, on a eu l'occasion d'avoir une situation particulière justement sur la gestion des pucerons d'automne sur nos céréales. Et donc, je checkais mes parcelles et les parcelles de mon collègue Frédéric. Et puis on était arrivé au seuil classique que l'on détermine en fait dans le monde du conseil. Et donc normalement, on devait déclencher. Sauf que en fait, on n'était pas encore à notre seuil, nous, psychologique. Et donc, ça nécessite aussi une réflexion et un échange avec Frédéric. On dit, on y va pas. Et en fait, la décision a été prise parce qu'on avait tout un cortège de petites bestioles qui étaient à la surface de notre sol. J'ai mangé le nom des... Je vais pas pouvoir t'aider. C'est pas dans mes notes. Oui, enfin, c'est vraiment des toutes Un petites... auxiliaire, quoi. Un Ouais, auxiliaire des cultures. un auxiliaire, mais qui était quasiment microscopique. Il fallait vraiment la loupe pour aller les voir. Et qui était, en fait, en fait, ces micro-organismes, ces petites bestioles, étaient le précurseur de la digestion de notre matière organique. Voilà. Et donc, on s'est dit, on n'y va pas. Donc, on n'y est pas allé. Tu as pris ce risque-là. On a pris ce risque pour une gestion à long terme. Et en fait, on a évalué quasiment 6, presque 8 quintaux pour certaines parcelles. Ça veut dire qu'on l'assume, mais si on nous dit, bah tiens, ouais, c'est très vertueux ce que vous faites, c'est sympa, ouais, c'est cool, vous ne mettez pas d'insecticide, mais qui nous le paye? Qui nous paye cette prise de risque? Ouais, toi, tu as pu l'assumer parce que ton système était tel que. C'était, voilà. Mais j'imagine en betterave, par exemple, ça serait une autre histoire.
Voilà, et quand j'étais conseiller auparavant, j'aurais dit aux gars, traite, vas-y, feu vert, on y va. Et donc, vous voyez, donc, tout est une question aussi de niveau d'exigence que l'on peut avoir dans notre système par rapport à la robustesse que l'on met en place petit à petit sur le système de culture, le système de production qui vient gérer le système de culture et le système d'exploitation qui régit l'ensemble et qui fait que on est bien dans nos baskets parce qu'on a pris cette décision-là. C'est très complexe, quoi. Mais aujourd'hui, il faut travailler toutes ces choses-là, en fait. Et tout ça après avoir investi dans le fonctionnement de son sol, c'est un point qui vous rassemble tous les trois. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi un enjeu à comment on accompagne cette prise de risque et peut-être même cet investissement dans la biologie de ces sols. Est-ce que c'est l'agriculteur seul qui doit prendre ce risque ou d'autres acteurs des filières et des territoires qui peuvent l'accompagner? Je vous propose qu'on fasse une petite pause. On clôt là l'espace conférence au sein du forum.